Pardon, mademoiselle. À l'occasion de votre voyage en jet, nous sommes heureux de vous offrir ces quelques souvenirs. Oh, c'est ravissant. Celle-ci est une Alsacienne. Cette poupée représente la Bourgogne. Voici la Savoyarde. Enfin, la Côte d'Azur. Oh. Alors, vous dites ça, c'est la Côte d'Azur. Ça, c'est la Savoie, la Bourgogne, et... Ça, c'est le costume alsacien, peut-être le plus célèbre. D'ailleurs, pour beaucoup d'étrangers, il symbolise la France tout entière. Aussi, pas de fête où il ne soit présent. L'origine de l'Alsace est entourée de bien des légendes. Ainsi, Lucifer fut chargé par Dieu de répandre les richesses sur notre bas monde. Fatigué, il aurait vidé son sac sur la plaine qui s'étendait entre le Rhin et les Vosges. Cette plaine d'Alsace qui devint ce que Louis XIV et plus tard Goethe devaient appeler un paradis. La noble splendeur des grandes forêts vosgiennes borde la plaine. C'est là que l'on va chercher le bois base de la construction alsacienne. Car toutes les maisons d'Alsace possèdent des murs à colombage apparent et sur leurs toits le nid de cigogne. Les Alsaciens sont si fiers de leur cigogne que la vue d'un nid vide leur est presque insoutenable. Ne vous étonnez donc pas si certaines sont en plâtre. Paysannes ou bourgeoises, l'élégance des maisons n'est pas ici l'apanage des demeures historiques. Pour se défendre de touristes fort tumultueux, les Alsaciens durent construire au Moyen-Âge de nombreux châteaux dont les ruines dominent la plaine. Source de légendes mystérieuses, aujourd'hui lieu de recueillement pour les romantiques. Et si les vieilles pierres vous laissent de marbre, allez vous livrer aux joies de la pêche. À la merci d'un renversement d'alliance ou de la mauvaise querelle de deux seigneurs, les riches bourgades furent obligés de se retrancher derrière des fortifications, refermant les lourdes portes à la moindre alerte. Mais pour calmer leurs émotions, les Alsaciens avaient déjà à leur disposition un remède souverain, le vin blanc. L'eau des merveilleuses fontaines dont se parle le moindre village étant précieusement conservée pour les nettoyages et la toilette. Le vin blanc est toujours là. Les fortifications se contentent maintenant de vous regarder passer. Mais surtout, ne vous pressez pas. Prenez le temps de bâiller aux cigognes. L'Alsace est belle dans ses moindres détails. Mais le réel symbole de l'Alsace, c'est la cathédrale de Strasbourg. Irrégulière et émouvante comme un visage humain, elle unit le style roman du chœur au gothique de la nef et de la façade.
Elle est le résumé de cette province, où tant de courants divers s'interfèrent, où tant de tendances différentes ont su se mêler et s'unir sans se heurter. La cathédrale de Strasbourg, c'est l'influence commune des écoles de Chartres et de Bourgogne qui bouleversèrent le monde de la chrétienté. Proche de l'Alsace, la Bourgogne, un nom qui évoque un pays riche en pampres et en pierres. C'est ici, au pied de ces collines, qu'aux environs de l'an 1000, les moines et leurs saintes reliques vinrent se réfugier, fuyant devant les raids barbares. Et là devaient naître deux œuvres admirables, deux noms qui résument des siècles de l'histoire chrétienne, Cluny et Cîteaux. Il faut faire un effort d'imagination pour reconstituer l'extraordinaire abbaye que fut Cluny, dont il ne reste aujourd'hui qu'un des 4 clochers, un croisillon solitaire, quelques rares colonnes aux chapiteaux abondamment sculptés et quelques statues étrangement irrévérencieuses. Pourtant, Cluny allait marquer de son sceau le renouveau de l'art roman dans le monde occidental, empreinte qui se retrouve dans une multitude d'églises bourguignonnes. Alors que l'art clunisien était au fait de sa splendeur, de l'abbaye de Cîteaux s'éleva la voix austère du moine Bernard, s'emportant contre ces constructions dont les gigantesques dimensions et la surabondance de sculptures n'inclinaient plus au recueillement. Et l'école de Cîteaux ramène l'art roman à une noble sobriété. Fini les immenses clochers, signes extérieurs de puissance. Fini les portails et les chapiteaux trop sculptés. Pendant que les ecclésiastiques se livraient à ces luttes architecturales, les bourguignons travaillaient dur. Ici, la plus noble conquête de l'homme, c'est la vigne. Pommard, Beaune, Nuit Saint-Georges, Corton, Juliénas, Moulin à Vent, autant de vins prestigieux qui ont fait la célébrité de la Bourgogne et la fortune des propriétaires. À tel point que pour se faire pardonner une fortune trop vite acquise, Nicolas Rolin put, il y a 5 siècles, faire construire de ses propres deniers l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Beaune. Accordons-lui notre indulgence et contentons-nous d'admirer ses toits multicolores. Sous ces voûtes mûrit sagement un vin entouré de tous les soins dus à un souverain. Car ici, le vin est roi. Il a même sa cour, la confrérie des chevaliers du Tasse-de-Vin. Cette assemblée a le pouvoir d'élever à la dignité de chevalier toute personne qui, par son respect pour ce vin, a su se rendre digne de cet honneur. Aujourd'hui, le cellier du château du Clos Vougeot va servir de cadre à l'intronisation de 2 grands cordons bleus, 2 chefs cuisiniers d'Air France. Jurez-vous sur la sainte ampoule bourguignonne d'être de vie gastronomique et de mœurs vineuses? Jurons. Jurez-vous, lorsque votre verre sera plein, de le vider? Jurons. Par Bacchus, dieu du vin, par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous vous armons chevalier du tas de vin. Et nous vous remettons. À quelques 100 kilomètres de là, la Savoie est en fête. Il y a bientôt 2 siècles, Jacques Balmat et le docteur Paccard, tous deux de Chamonix, se hissaient au sommet du Mont Blanc. Peu après, Mademoiselle d'Angeville renouvelait cet exploit en jupe et falbala. Conquête célébrée joyeusement chaque année.
Mais le véritable alpinisme n'était pas encore né, le tourisme non plus d'ailleurs. Et longtemps encore, la vallée restera tournée vers sa vocation agricole. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que tous les charmes de la Savoie seront peu à peu découverts. 1816, avec Lamartine commence la vogue des Grands Lacs. Des générations de Français savent que ce poète trouva sur les bords de l'eau un grand amour romantique et l'inspiration de son plus beau poème. Captant des torrents, construisant des barrages, la Savoie se couvre d'usines hydroélectriques et s'engage résolument dans la voie du modernisme. Le grand bénéficiaire de cette transformation, c'est le touriste. Tout est mis en œuvre pour qu'il profite de son séjour. Tout est mis à sa disposition, même l'Edelweiss, cette fleur des glaciers si rare que l'on peut maintenant cueillir dans des jardins. Un à un, les sommets naguère vaincus au prix de grandes difficultés se voient pris dans le filet des téléphériques. Le déjeuner à 3500 mètres d'altitude devient chose courante. Grâce au téléphérique de l'Aiguille du Midi, le plus haut du monde, les panoramas et les champs de ski de la Vallée Blanche sont mis à vos pieds. Et les amateurs de ski peuvent se laisser glisser sur la neige, même au mois d'août. À portée de main aussi, quelques escalades faciles où vous pouvez vous entraîner en vue de courses plus hardies. C'est là que des jeunes gens viennent apprendre leur métier de guide. Rue d'école où si les bancs sont durs, la discipline l'est plus encore. Et puis, c'est le départ pour les grandes courses. Il fait nuit, presque nuit. Seul le Mont Blanc et son bonnet de coton, ici on l'appelle l'âne, aperçoivent le petit jour. Une à une, les aiguilles prennent un coup de soleil. La vie renaît, le soleil se lève. Plus au sud, à la même heure, les pêcheurs de la Côte d'Azur rentrent au port. Le ciel est bleu. Une fois encore, le soleil, la mer, la lumière, les rochers vont faire de ce pays une terre de contraste. Pierre Blanche, rue étroite, c'est Sainte-Agnès, vieux village de l'arrière-pays qui sèche et se fane dans une chaleur d'enfer. Yak élégant, palmiers, hôtels luxueux. Nous sommes à Cannes. Et cet avant-goût de l'Éden est à quelques kilomètres du pays d'en haut. Un nid d'aigle, c'est encore la Côte d'Azur. Une eau claire. Des pins. Une vue carte postale, c'est toujours la Côte d'Azur. Saint-Paul-de-Vence, une lumière dure dans laquelle poussent des roses pastels et des fruits merveilleux, c'est la Côte d'Azur. Car il y a des Côtes d'Azur. Il y a celle des jardins ombragés où il fait bon sous les orangers.
celle des rues étroites où la vie chante à chaque fenêtre. Et puis, il y a la côte des touristes au grand soleil. Il y a la philosophie de ce vieillard solitaire comme les pierres de son village. Et les vacances de ces jeunes gens pour qui la côte est détente et joie. Et ce double contraste entre les habitants et les estivants, entre le bord de mer et l'arrière-pays, entre l'ombre et la lumière, c'est le visage à double face de la côte. Peut-être est-ce lui qui imprègne la palette de Moretti, douce et violente comme le pays. Le visage le plus connu est évidemment celui de l'élégance, des grands hôtels, des plages et des parasols, celui des vacances. La Méditerranée permet à tous de se reposer. Les enfants n'ont plus à surveiller l'attention de leurs parents. Les pères ne surveillent plus les cours de la bourse. Seules les dames qui surveillent le teint de leur peau ont de graves préoccupations. Comme quoi il est bien vrai que les femmes n'ont jamais une minute à elles. Le grand modèle reste encore Brigitte Bardot, dont le laisser-aller très étudié fait toujours fureur. Laquelle bébé voit son buste en bois d'olivier proposé aux touristes. Vacances sur la côte d'Azur. Il y a le soleil, il y a la mer, l'eau, la joie. Vacances sur la côte d'Azur. Il y a un petit coin de paradis qui vous attend. Voilà donc, en quelques mots, l'histoire de nos provinces. L'Alsace, Strasbourg, la Bourgogne, le Mont-Blanc, la côte. Je sais où j'irai pour mes vacances. En regardant vers le pays de France, il me souvint de la douce plaisance que j'eus coutume en ce pays trouver. Grande est la joie et que je ressentais de voir France que mon cœur doit aimer.